Le titre de l'intervention, c'est Actes et images pour une histoire matérielle de l'œuvre. Alors, je vais essayer de répondre à un certain nombre de choses, évidemment, puisque c'était le présupposé de l'appel à communication. Donc, je vais essayer de cartographier des choses ou d'énoncer des éléments. En réponse à la question de Pierre Damien hier, de savoir si avions lu ou si on avait regardé le livre de l'ouvrage de Giorgio Agamben, donc publié et traduit en 2018 en France et publié en 2017 en italien. C'est l'exergue de la communication d'aujourd'hui, la citation qui a été accrochée au mur dans l'exposition que vous avez réalisée hier, qui est en tout cas les arts que nous appelons performatifs constituent l'exemple d'une action humaine qui semble échapper à la catégorie de la finalité. Alors c'est ça va être le cœur de ce que je vais essayer de parler, de ce dont je vais essayer de parler, à la fois qu'est-ce que c'est que nous appelons performatif et qu'est-ce que ça signifierait d'échapper à la finalité. Alors voilà, ça c'est les enjeux qui sont lancés dans le séminaire de cette année. C'est ce sur quoi nous avons essayé de travailler. C'est les premiers séminaires. Le colloque en serait une sorte d'étape. Les choses vont continuer. Et puis on va essayer de cartographier tout ça. Je propose, en tout cas, ce sera le liminaire de mon intervention, je propose 3 hypothèses. La première, je vais essayer de proposer une archéologie, c'est-à-dire une provenance. Et la provenance serait dans cette distinction aristotélicienne que j'ai proposé dans l'appel à communication et de savoir si on peut dépasser cette distinction aristotélicienne, et je vais vous proposer quelque chose à partir de ça, et de voir comment on peut réfléchir sur, par-delà cette question de la distinction des agirs, la question de la finalité. Il s'agit alors de penser les relations entre ce que je nomme le geste et l'image, autrement dit entre l'acte et l'image. Deuxième hypothèse, elle consiste à penser que l'image a à voir fondamentalement avec le geste. C'est ce que j'essaye de conduire depuis un petit moment. Et par voie de conséquence, que la photographie aurait à voir avec une histoire matérielle du geste. Pour cela, il faut penser, je vais essayer de penser quelques lignes sur cette question à la fois du processus et du geste. Et puis j'essaierai d'indiquer quelque chose autour du protocole et de donner quelque chose à entendre sur la question du protocole. Et ma troisième thèse, ce sera ce que je vais essayer d'indiquer sur le protocole, que le protocole est un concept essentiel pour arriver à penser cette mesure penser à une mesure de l'acte, et qu'il est essentiel pour penser l'activité moderne et contemporaine de ce qu'on appelle l'art, mais aussi pour penser ce qu'on appelle la performativité. Alors, je vais vous proposer une thèse un peu plus tard. Je vais essayer de vous raccorder ces deux choses, entre autres, et ce sera la fin de mon préliminaire, entre autres parce que le protocole, me semble-t-il, le protocole est un moyen de faire adhérer deux choses qui ne sont pas compatibles, ce que j'appelle la teneur objective et ce que j'appelle la teneur performative des œuvres. Voilà, ce sera le contenu essentiel de ce que je vais essayer de dire. Donc effectivement, le travail de recherche a commencé, en tout cas avec vous, a commencé à partir d'une lecture de l'ouvrage de Giorgio Agamben qui s'appelle Karman, qui présuppose effectivement un certain nombre de choses, en tout cas qui ont été pour nous l'énoncé de 3 enjeux. Le premier qui était de revenir sur la question de l'inopérativité et du désœuvrement. Alors pour moi, qui était fondamental parce que ça a été il y a 10 ans ma thèse, je referai un commentaire sur cette question de l'inopérativité. La deuxième chose a été de réaffirmer la nécessité de critiquer le finalisme. Qu'est-ce que ça veut dire le finalisme et pourquoi il faudrait le critiquer. Et donc la troisième thèse qui a été le lieu de notre travail, qui a été finalement à partir de ça, est-ce que les arts du performatif, ou ce qu'on nomme les arts du performatif, ce qu'on entend, nous permettrait d'y échapper, nous permettrait d'échapper à la fois donc à une théorie catégorique de l'œuvrement et une théorie de la finalité. Donc dans un premier point, on va essayer de procéder à une critique du finalisme. Et cette critique du finalisme, il va falloir aller la chercher. Alors comme Pierre Damien a pu la proposer hier, il faudra aller la chercher du côté de ce qui est la pensée aristotélicienne et du côté, alors en plus que ce qui a été juste posé comme étant une bipartition entre la poiesis et la praxis, la tripartition aristotélicienne à laquelle il faudra rajouter évidemment la question de la théoria. Ça suppose donc qu'évidemment, on a une sorte de généalogie complexe, on a un héritage extrêmement complexe entre cette relation entre poiesis et praxis, et qui a été donc liée à un problème de finalité. Or, la lecture qui en a été produite par la philosophie est devenue une lecture morale. Alors ça, c'est un des enjeux sur lesquels je vais revenir sur ces questions-là. En quoi il y a une lecture morale de cette relation entre la praxis et la poiesis, et si je déconstruis cette lecture morale, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut avoir. Sa conséquence a donc été une séparation radicale de ce qui advient entre ce qu'on peut appeler l'histoire et de ce qui ne peut advenir en tant qu'histoire. C'est-à-dire ce qui peut advenir en tant qu'histoire, c'est ce que moi je nomme, enfin je ne suis pas le seul à le nommer, mais c'est ce qu'on pourrait nommer la question de l'historialité.
Et par ailleurs, cela a produit donc, par conséquent, une disruption entre ce qui peut, en tant que faire histoire, devenir une des branches de l'histoire positive, c'est-à-dire l'histoire de l'art, et ce qui ne peut pas devenir cette branche de l'histoire positive, et ce qui ferait barrage, ou ce qui ferait fêlure, si je reprends les termes de Chiara, ce qui ferait fêlure dans cette histoire, ou cette appréhension de l'histoire, et que moi je nomme une histoire matérielle. Par conséquent, ce que nous nommons art, ou collectivement ce que nous nommons art ou activité artistique, ne peut plus être pensé comme un agir ou comme un processus, mais est laissé comme un héritage et pensé comme un objet. Par conséquent, l'œuvre est interprétée moralement, à partir de ça, comme un produit de l'activité, technique. Alors, c'est ça que je vais essayer de décomposer en réponse évidemment à l'appel de la communication, en réponse à ce que Pierre Damien a pu dire hier, et en réponse à ce que je vais essayer de tenter de proposer autour de ça. Ce que nous nommons modernité, enfin en tout cas ce que j'essaye de proposer comme étant modernité, est la réaffirmation que l'art est un agir, et qu'en ce sens, s'il est un agir, il a à voir avec quelque chose du processus. J'entends processus dans une définition qui est simple, qui est du verbe latin procedere, c'est-à-dire s'avancer au-devant de quelque chose. Je ne le prends pas au terme matériel contemporain, je le prends au terme de s'avancer devant quelque chose. Donc il est un processus en ce sens, si l'art est pensé comme un agir, il relève pour moi de 3 caractères essentiels, la question du produit, la question du processus et la question du protocole. Il y aurait d'ailleurs en ce sens une opposition radicale entre l'histoire de l'art et l'histoire matérielle de l'œuvre, autrement dit entre l'histoire de l'objet et l'histoire du processus. Alors à partir de ça, c'est là où il va falloir que je commence à faire des commentaires et que j'essaye d'expliquer la distinction entre tout ça. Si je fais cette distinction, si je propose cette distinction, dans ce cas-là, ça va supposer 2 ensembles. Le premier ensemble, c'est ce que j'ai proposé dans l'appel à communication, c'est qu'il y aurait donc une non-cohérence à suivre cette distinction aristotélicienne entre praxis et poiesis. Okay ? Cependant, et c'est là où je vais indiquer l'élément central de ma proposition, cependant, il y aurait une non-cohérence à accepter cette distinction si on ne la maintient que sous sa forme morale. Cependant, si on ne la maintient pas comme une forme morale, dans ce cas-là, elle pourrait être lue comme un espace dans l'histoire matérielle, comme la possibilité de l'inachèvement et donc de la correctorialité de l'œuvre. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, ma proposition principale serait qu'en fait, Aristote aurait tenté une distinction entre les agirs, c'est-à-dire entre praxis et poiesis, pour distinguer 2 espaces. Le premier espace, c'est ce qu'on pourrait nommer comme un espace politique, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que les agirs sont finalisés. Ils sont finalisés parce qu'à un moment, ils relèvent de ce qu'en philosophie générale, on va appeler un soin. C'est-à-dire qu'à un moment, dans l'espace du commun, quelqu'un réclame, demande qu'on lui prête soin ou qu'on lui prête une attention particulière. L'éducation, la médecine, etc., etc., etc. Dans ce cas, je suis obligé de penser l'agir à partir d'une visée morale, c'est-à-dire à partir de la possibilité d'une finalisation. Si ce n'est pas le cas de cette question du soin, si nous ne sommes pas dans l'espace, autrement dit, du politique, dans ce cas-là, il y aurait la possibilité de penser que nous sommes du côté du vivant ou de la matérialité de l'être et du vivant, et que dans ce cas-là, il y aurait une autre sphère, un autre espace possible pour la mesure des agirs, et que cet autre espace possible pour la mesure des agirs serait la possibilité qu'il ne soit pas finalisé. D'où cette distinction qui avait été relevée il y a maintenant un peu plus de 20 ans par le texte qui a été cité hier, le texte de Giorgio Agamben qui s'appelait « Moyen sans fin ». Il y aurait un agir avec un moyen comme fin et des agirs comme moyen sans fin. Et que cette distinction, elle permet la possibilité pour l'être de regarder quelque chose depuis son vivant et à partir d'une réclamation possible du vivant. Si le vivant réclame quelque chose, dans ce cas-là, effectivement, l'agir peut être finalisé, parce qu'il y a un appel. Et ça, c'est le livre 10 de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre, il y a des épimélétès, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là pour s'occuper du soin et pour s'occuper de la finalisation des agirs. Si ce n'est pas le cas, et dans ce cas-là, après le livre 10, qui est la transition, on passe au livre de la politique, et on passe à autre chose, et on passe à cette gestion particulière d'un espace où il faut accorder ça. Si ce n'est pas le cas, on passe à autre chose, on passe à un autre ouvrage d'Aristote, qui est donc le livre de la politique, où là, il s'agit de traiter un autre espace. Nous ne sommes plus dans cette sphère de la prise du soin, on est dans une sphère où on va livrer l'être à quelque chose de l'ordre de l'expérience. Si on livre l'être à quelque chose de l'ordre de l'expérience, dans ce cas-là, effectivement, il faut passer par-delà
la mesure du finalisme, de la finalité. Et dans ce cas-là, il faut passer par-delà la distinction morale de la distinction entre praxis et poiesis. Et à partir de ça, peut exister ce que j'ai nommé comme étant la sphère d'une coactorialité. Cela signifie alors qu'il ne faudrait pas lire la distinction aristotélicienne comme un processus déterminé par la finalité, mais comme un processus déterminé par l'expérience. Cette expérience est ce que nous nommons une coactorialité, au sens où elle requiert une coexistence, au sens le plus antique de ce que les Grecs appellent une métousia. Il n'y a donc acte d'image ni acte d'œuvre qu'à la condition d'une coexistence ou donc d'une coactorialité. Pour qu'il y ait coactorialité, il a bien fallu faire la distinction entre poiesis et praxis et montrer que l'agir de l'être n'est pas inscrit dans la finalité. Alors à preuve, ça c'est une des choses qui est peut-être la plus intéressante, à preuve, et ça il faut se référer au livre 1 de l'éthique à Nicomaque, peut-être qu'il s'agit aussi d'un des passages les plus bouleversants de la pensée aristotélicienne pour ce qui serait de l'histoire de l'être et pour ce qui serait d'une histoire matérielle de l'être, c'est cette grande question qui est peut-être la limite de la mesure du finalisme, c'est cette question qui est est-ce qu'il est possible de déterminer ou de penser l'être à partir d'une détermination, c'est-à-dire en tant qu'agir, et on sait très bien que la réponse d'Aristote est non. Il n'est pas possible de penser l'être à partir d'un ergon, c'est-à-dire d'une finalité de l'agir, mais simplement de le penser en tant qu'ouverture des possibles. Il est obligé de forger un mot pour ça, qui est donc aergon, c'est-à-dire la non-finalisation de l'opérativité, au sens propre, et ce qu'on appelle l'argia, c'est-à-dire la mesure du désœuvrement. Ce qui serait l'épreuve de l'être, c'est-à-dire sa dimension matérielle, c'est cette épreuve de l'expérience du non-finalisme. S'il y a finalisme, c'est que vous vous placez dans un espace politique. Alors, évidemment, elle a un double enjeu, c'est-à-dire qu'elle a un enjeu de replacer aussi un certain nombre de discussions qui ont été opérées depuis hier sur ces questions-là, c'est-à-dire à la fois de redessiner la place de ce qu'est la sphère de l'œuvre et la sphère de cette opérativité artistique, et de ce que signifierait finalement cette question qui a été levée depuis hier sur à la fois la mesure de l'engagement et la mesure de la politique. S'il y a un engagement, s'il y a une dimension politique dans l'œuvre, c'est qu'il y aurait alors, à ce moment-là, quelque part dans le commun, une réclamation que quelque chose dans l'œuvre devrait advenir à la mesure d'une prise de soin ou d'une prise d'attention particulière de quelqu'un ou d'un ensemble de personnes dans le commun. Sinon, on est sur quelque chose, encore une fois, de la mesure de l'expérience. L'être est d'abord en forme d'expérience et une forme de partage. Si dans cet espace, il y a une réclamation et que cette réclamation est suffisamment intensive parce qu'elle demande quelque chose sur la teneur même de la vivabilité, des conditions de la vivabilité, selon le propos dans le livre 8 d'Agamben, dans Le règne et la gloire, sur les conditions de la vivabilité, alors dans ce cas-là, ça devient du soin et ça devient du politique. Vous savez que j'essaye de le dire ou de le formuler depuis longtemps, mais il me semble que la formulation initiale ou liminaire de la philosophie est une question du soin. Et je crois que cette vigilance, telle qu'elle a été énoncée par Pierre Damien et par d'autres, cette vigilance dès le départ, aussi bien chez Platon ou chez Aristote, cette vigilance sur cette question de ce qu'on fait avec ces agirs particuliers, je crois que cette vigilance, il ne faut pas la lire comme une vigilance morale. Il faut fondamentalement à la fois la lire comme une vigilance éthique et comme une vigilance qui est ouverte à la question de l'expérience. Quelle est la mesure de votre expérience? Et à quel moment nous sommes en mesure d'écouter la réclamation d'un des membres du commun, parce qu'à ce moment-là, il y a une urgence particulière, le mot a été nommé. Urgence, c'est sortir, c'est une sortie d'un espace particulier, et entre autres, sortie de l'espace de l'expérience. Et dans ce cas, il y a une finalisation nécessaire, puisqu'à un moment, il va falloir porter secours ou porter aide à quelqu'un à l'intérieur d'un commun. À mon sens, c'est la question essentielle de ce qu'on appelle la politique, et je crois que c'est cette vigilance première dans la pensée philosophique occidentale qui est de faire cette distinction. Si Aristote, c'est la lecture que je vous propose aujourd'hui sur Aristote, s'il y a une distinction qui est faite à cet endroit-là, c'est parce qu'il faut faire une distinction entre ce qu'est la sphère de l'épreuve, la sphère de l'expérience de l'être, et la sphère politique. La sphère de la politique, c'est quand un autre être vous réclame une aide, un soutien ou un soin particulier parce que quelque chose est mis en danger dans les conditions même de sa vivabilité ou même les conditions même de son existence. Et là, il y a une urgence en ce sens, c'est-à-dire il faut sortir d'un espace qui est l'espace de l'expérience pour entrer dans un autre espace qui est un espace du soin.
Et que la vigilance, enfin, cette vigilance qui est portée par la philosophie, je crois que c'est le point de départ de la mesure de la philosophie, qui est le point de départ de cette tension dialectique dans l'épreuve de l'être, qui a passé d'un espace à un autre. Alors, je fais une petite parenthèse, puisque vous savez, pour certains d'entre vous, puisque j'avais fait cette conférence pour vous, et qui est le commentaire que je faisais avec Flora tout à l'heure. Vous savez que c'est aussi une des choses que moi, j'aime aussi lire dans la pièce After Life Ahead de Pierre Huyghe, qui est cette question de la mise en danger et cette question de l'urgence. Parce que le conus textile est le poison le plus violent, parce que les souches cancéreuses il y a une dangerosité dans la souche cancéreuse, c'est qu'elle a été prise sur un corps qui n'a pas donné son autorisation, puisque ça a été prélevé à la seconde après la mort de cette femme, etc., à la fin des années 60. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental aussi qui est donné sur cette lisibilité ou cette liaison entre ce qu'est l'épreuve, l'expérience, l'épreuve, et puis à un moment, un regard sur ce qu'est cet espace politique et la teneur de cet espace politique. Bon, voilà. Donc je crois qu'il y a quelque chose entre les deux, et je crois que ce quelque chose entre les deux, il est ouvert par cette lecture assez bouleversante du premier chapitre de l'Éthique à Nicomaque et la question de l'Arga. Deuxième conséquence donc, la première conséquence était donc la non-cohérence de cette distinction. Deuxième conséquence, l'histoire matérielle ne peut pas se situer dans l'œuvre, a priori pour moi c'est pas possible, mais bien dans la position et la présence du récepteur devant l'œuvre. Voilà ce qui peut constituer le premier point de cette intervention. Deuxième point, j'essaye de soutenir ou de proposer alors que ce que je nomme art a à voir avec le geste, comme relation, ce que j'appelle la relation entre la présence et la position. Alors à ce propos, petit micro-commentaire, puisque ça a été nommé par Pierre Damien hier, et puis j'en ai reparlé hier avec Vanessa, juste avant le dessert ou après le dessert, je ne sais plus, sur cette question, non c'était bien avant d'ailleurs, sur cette question de ce mot ars en latin. Alors, vous savez que j'ai déjà fait beaucoup de commentaires sur ces questions-là, mais je le rappelle brièvement. Ars en latin dit quelque chose d'une habileté ou d'une manière d'appréhender les éléments qui sont à votre portée de main. Et ars en latin traduit normalement ce qui est techné. Alors moi j'ai l'habitude de traduire techné par une manière de s'y connaître en quelque chose, à laquelle, si je rajoute la définition de Pierre Damien Huyghe hier, qui est il se peut que quelque chose soit ou pas, et la techné serait une manière de s'y connaître en quelque chose, de sorte que quelque chose puisse advenir. Okay, que ce soit du côté de l'expérience, du côté du soin, du côté de ce que vous voulez, c'est à vous de placer. Il n'y a pas de préintentionnalité dans la techné, c'est juste une mesure d'usage. Et je rappelle juste à ce propos que la tradition veut, puisque Pierre Damien l'a rappelé hier, qu'on ait une indication dans le premier volume du dictionnaire des institutions indo-européennes d'Émile Benveniste, précisément à la page 110 même, de ce commentaire sur le mot ars, que ars proviendrait d'une racine, une racine archaïque, une racine européano-iranienne ou irano-européenne, peu importe, une racine écrite art, qui signifierait des modes de rétrécissement. Okay, ce que moi j'appelle des modes de canalisation. C'est-à-dire que ce qui proviendrait de la technique et de l'art, c'est donc évidemment, encore une fois, des modes de canalisation. Canalisation de l'expérience jusqu'à des épreuves qui sont plus ou moins compatibles avec la réclamation qui sont produites par le commun et les êtres qui sont à l'intérieur du commun. Et en fonction de ça, il y a des choix qui vont être opérés. Ces choix sont donc des choix éthiques et qui vont placer les épreuves de cela. Et alors, je crois que aussi, une des formes de la modernité, c'est, je ne sais plus qui en a parlé hier, mais je crois que c'est toi, Vanessa, sur la question du choix. Je crois qu'une des décisions du contemporain, c'est bien une question du choix. C'est-à-dire que ce qui vous est posé plus que jamais, c'est le choix, c'est-à-dire à partir d'où vous allez poser cette manière de vous y connaître, de sorte que quelque chose puisse advenir à l'intérieur d'un commun. Et ensuite, voilà. Jusqu'où ça ira? Est-ce que c'est une forme de soin? Est-ce que c'est une forme d'aide? Est-ce que c'est une forme de partage? Est-ce que c'est juste une forme de coexistence? Est-ce que c'est juste quelque chose qui est de l'ordre d'un présent, etc., ou il faudra-t-il aller chercher autre chose, etc., etc. Donc ça, c'était une sorte de petite parenthèse, juste pour réinscrire cette question du mot art. Je rappelle aussi à la même occasion qu'il semblerait qu'une des choses qui ait influencé le fait que nous utilisions le mot ars, enfin ars latin, c'est-à-dire le mot art, soit une sorte de paresse ou un rapport métonymique, c'est-à-dire que nous serions passés d'un bibla ta poietique techne, qui pourrait être le titre de l'ouvrage d'Aristote, à une sorte de liber de ars poeticus,
et que finalement nous en ayons oublié le terme de poétique, au sens propre, de poésis, pour ne garder que le terme de technique. Bon, alors ça aussi, il faudra en parler pendant longtemps, mais j'en ai déjà parlé pendant très longtemps, donc voilà. Et puis j'ai déjà écrit beaucoup de choses là-dessus. Je soutiens par ailleurs encore que si l'acte a à voir avec l'image, la photographie pour partie a à voir avec l'histoire matérielle de ce geste. Et l'image n'est pas une surface d'enregistrement. Vous en avez beaucoup parlé ce matin, notamment Jonathan, de ce que nous nommons le monde, à savoir la relation entre le réel et la réalité, mais bien plutôt avec l'enregistrement des gestes qui constituent, modifient ou rendent instable le monde. Alors là aussi, la question de l'instabilité a été peut-être centrale sur ce colloque, c'est-à-dire je crois qu'à peu près tout le monde a convoqué cette question de l'instabilité. Par ailleurs, j'essaye de soutenir encore que tout geste réclame une image, et que cette réclamation, alors ça c'est aussi une des articulations centrales de mon propos d'aujourd'hui, et que cette réclamation, c'est ça que j'appelle la performativité. Pourquoi ? Parce que c'est cette réclamation en tant que performativité et cette sorte de réclamation ou d'interpellation pour que quelque chose puisse avoir lieu entre ce qui est réalisé dans l'image et l'inattendu de toute image. D'accord ? Et c'est ça que j'appellerais une œuvre. Cette réclamation est ce que j'essaye de nommer, moi, une actualité. Quand il y a une réclamation, quand il y a au sens propre une réclamation de cette performativité, c'est-à-dire cette appréhension d'un équilibre complexe entre ce qui est réalisé et inattendu, au moment même de cette réclamation, il y a moi, ce que j'appelle une actualité. Sinon, il n'y a pas d'actualité, il y aurait soit ce que Pierre Damien peut appeler un immobile quelque part, soit alors quelque chose laissé déposer ailleurs, etc. Mais en tout cas, il n'y aurait pas d'actualité. Au moment où il y a une réclamation, qui n'est donc pas la même que dans l'espace politique, mais au moment où il y aurait une autre réclamation, dans ce cas-là, il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre de ce que j'appelle cette actualité. Et en ce sens, toute œuvre, toute image est une hyperconcentration de cette dialectique de l'agir entre l'inattendu et le réalisé. C'est-à-dire ce que j'ai nommé dès l'introduction entre la teneur performative et la teneur objective. Cette tension est à la fois un choc, alors il y en a beaucoup, beaucoup de théoriciens qui ont travaillé sur le choc, à commencer évidemment par Barthes dans la chambre claire, ou encore plus précisément, et ce qui m'intéresse encore plus, la question de la fulgurance chez Benjamin, propre à l'image, où la question est évidemment, puisque ça a été, je ne sais plus si ça a été nommé, mais je ne sais pas, en tout cas, moi ce qui m'intéresse très profondément, la question du Taumatit-Sein heideggerien, en tout cas ce qui est nommé au séminaire du Thor du 6 septembre 1969, sur cette journée qui est consacrée à la Seinsfrage, la question de l'être. Mais la question de l'être, elle est aussi sur cette chose propre à l'expérience de l'humanité, à cette expérience de ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'il y a une surabondance d'éléments en monde qui ne rentrent pas dans ce que nous sommes. Donc, il faut canaliser. Donc, il faut choisir, acter pour des processus de canalisation pour qu'une partie, si tout ne rentre pas, une partie soit choisie, ou alors qu'une partie soit concentrée pour que ça puisse rentrer. C'est ça que je nomme cette sorte d'hyperactualité, ou ce que Heidegger peut nommer la question du dévoilement. L'acte a donc à voir avec l'image, parce que le geste propre à l'acte est cette réclamation de l'image. Cette réclamation est ce que je nomme actualité, et que j'interprète comme une puissance performative. Parce que cette réclamation doit être entendue à la fois comme une, et là cette fois-ci j'ai recours au latin, comme une in forma et une per forma, c'est-à-dire deux manières de prendre forme. Soit sous ce qu'on appelle une information, informa, soit sous la forme d'une performance, performa. C'est-à-dire que vous avez d'une part quelque chose qui est en cours de réalisation, en cours de prendre forme, et information, et quelque chose qui traverse cette forme, c'est-à-dire qui vient réclamer un passage ou une présence devant cet objet, et ce que j'appelle la performance. Et par ailleurs, j'avais rajouté ça ce matin, que ce que j'ai nommé ici, ces deux manières de prendre forme, donc soit l'information, soit la performance, ce pourrait être aussi une manière en fait de proposer un sens, ce que le grec appelle une poiesis. La poiesis, c'est quelque chose qui est la possibilité d'en prendre forme à partir d'un instant et d'une relation entre une chose et un être qui se conduit devant une chose. Autrement dit, comme puissance de l'actualité et donc comme puissance de la performativité. Dernier point donc que je vais essayer de développer aujourd'hui, qui va être aussi un peu plus long quand même, parce que j'ai un certain nombre de choses à dire, mais ne vous inquiétez pas, ça va rentrer dans
dans le temps qui m'est imparti, je vais essayer de proposer quelque chose autour de ce qu'on va appeler la performativité. Donc en réponse évidemment aussi à ce qu'a dit Vanessa hier. Il me semble que la performativité est la possibilité de l'expérience pour l'être d'une position devant les objets et les gestes. Alors, si c'est une position devant les objets et les gestes, dans ce cas-là, j'aurais plutôt intérêt, ou j'aimerais plutôt vous proposer que ceci puisse se nommer, dans ce cas-là, la politique. Si c'est un problème de position devant les choses et les usages particuliers, dans ce cas-là, j'aimerais vous proposer que ça puisse s'appeler ce qu'on appelle art. Dans ce cas-là, notre hypothèse consiste à penser que ce que nous nommons performativité est à la fois issu de ce qu'on a nommé processus, c'est-à-dire comme advenir devant quelque chose, mais aussi comme protocole, parce qu'il est un moyen de faire adhérer, de faire coller, de faire tenir deux choses que j'ai précisément développées, qui ne sont pas compatibles, la teneur objective et la teneur performative, c'est-à-dire le réalisé et l'inattendu. L'extraordinaire puissance du protocole ne tient pas à ce qu'il relève du mode d'emploi, ce n'est pas un problème de mode d'emploi, ça ne m'intéresse pas en ce sens, mais qu'il a la capacité de faire adhérer ces deux incompatibles, le réalisé et l'inattendu, la teneur objective et la teneur performative. Protocole, vous le savez, c'est un mot, ça signifie littéralement la première page, le premier bazar collé, puisque ce sont des languettes de papyrus qui sont collées, etc. Donc c'est un collat, c'est ça. Etc. Donc protocolla, ça signifie la première page, la première feuille d'un ensemble. C'est-à-dire la première page de n'importe quel bouquin, la première page de n'importe quel carnet, etc. C'est ça que dit un protocole, c'est simplement la première page. Et en ce sens, eh bien, c'est ça que je vous propose comme sens, c'est-à-dire que protocole, en fait, c'est un avertisseur. C'est une sorte d'avertissement. C'est ce qui sert à avertir qu'il va importer de se tenir d'une manière particulière, ou possiblement d'une manière particulière, en vue peut-être de réaliser une coactorialité entre un objet et soi, entre une chose et soi, entre un geste et soi, etc., etc., etc. Cette tenue, cette conduite, cette position est à la fois fondamentalement instable et livrée à une variabilité infinie des intensités. Plus précisément encore, l'art moderne et l'art contemporain, me semble-t-il, entretiennent une relation au protocole à partir de l'épreuve de l'adresse. Bon, l'expérience de la coactorialité sur laquelle j'ai travaillé depuis déjà très longtemps. Comment pouvons-nous définir notre modernité artistique en ce sens ? Probablement à partir d'un problème de position. Ce qui est antérieur ou simplement opposé à la modernité consiste à penser une position fixe de l'œuvre et des modèles de sa réception. Cela suppose des usages et dans certains cas des rituels. Alors ça en soi ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ce qui aujourd'hui m'intéresse, c'est plutôt cette question de la position. Et moderne donc ce qui ne s'intéresse pas à la fixité de l'œuvre, mais bien plus à la position que l'être prend devant l'œuvre. Cela tient au fait que pour la modernité, l'œuvre n'est pas déterminée par la stabilité d'une forme, mais bien au contraire par l'opérativité d'une teneur qui est elle-même déterminée par l'instabilité de la position du récepteur devant l'œuvre. Alors, petit commentaire quand même pour ça, pour que ce soit, parce que sinon c'est un peu obscur. Dans ce cas, la possibilité que l'œuvre puisse réellement devenir une œuvre est plus instable, et alors on va y arriver à ce qui a été dit un certain nombre de fois depuis hier, plus risquée, au sens propre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, alors accidentel chez Pierre Damien, ou risqué, ou dangereuse. Moi, je préfère la question du terme dangereuse. Et là, je le renvoie évidemment au terme bényaminien, au sens bényaminien d'un gefahr, c'est-à-dire qu'il y a un péril. Alors, il y a un danger, j'insiste sur cette question du danger, puisque le danger entretient une étymologie avec le terme dominium, en latin, c'est-à-dire le terme de la domination. Là aussi, il y a une urgence, là aussi, il y a une sortie. Ce qui est considéré comme un danger, c'est en fait le moment où vous quittez la mesure d'une autorité référente. Et là, dans ce cas-là, il y a là quelque chose de beaucoup plus... Il y a une sorte de sens d'hyperactuel. Ce qui est dangereux, c'est que vous vous saisissez dans un hyperactuel d'une perte des référents ou d'une perte des formes de domination. C'est alors précisément ici qu'intervient le sens du protocole tel que nous l'entendons dans la pensée moderne. Soit il existe pour stabiliser l'épreuve de l'œuvre, soit il existe pour avertir de la possibilité d'un péril de la réception. Alors évidemment, la première ne m'intéresse pas, ce n'est pas la question de stabiliser l'œuvre, ce n'est pas le mode d'emploi. Ce qui m'intéresse dans le protocole, c'est qu'il puisse être en fait simplement cet avertissement de la possibilité d'un péril de la réception. C'est précisément ce qu'a dit il y a 40 minutes
Chiara quand elle parlait de la question du coup de dé et du protocole Mallarméen. Ça s'appelle un sacre dans le coup de dé de Mallarmé. C'est une opération qui est plus ou moins accidentelle. Il se peut que ça advienne, il se peut que ça n'advienne pas. Mais voilà. Et bien, ce danger, il serait là. Ce n'est pas un danger dramatique. Hein. Il n'y a pas de danger de l'être. C'est un danger de cette coexistence. Et que s'il y a protocole ou s'il y a recette ou s'il y a partition, c'est aussi probablement pour donner des espaces, pour avertir des modalités particulières de se tenir devant une œuvre. Si le protocole existe pour stabiliser l'œuvre, ce n'est pas ce qui m'intéresse, il devient alors, et ça répondra à ce que Pauline a dit ce matin, il advient alors une série de problématiques liées à l'histoire des dispositifs. D'abord parce qu'il faut considérer que le protocole est soit déterminé par l'artiste lui-même, soit déterminé par l'appareil critique qui entoure l'œuvre, la muséographie, l'ensemble des processus qui constituent l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, en cela, peut alors être considérée comme une sorte d'hyper-protocole. S'il existe, ça c'est mon hypothèse, s'il existe pour avertir de la possibilité d'un péril de la réception, alors le protocole n'appartient pas à l'histoire de l'art, d'abord parce qu'il est déterminé par l'artiste et non par la critique, et ensuite parce qu'il appartient à l'historialité de la réception, et donc à son histoire matérielle. L'historialité, ici, signifie évidemment l'histoire matérielle de l'œuvre à partir de la réception et à partir du péril même de la réception. Alors j'en profite pour faire un micro-commentaire. J'utilise beaucoup le terme historialité pour l'opposer à la question de l'histoire. L'histoire est la forme sélectionnée, c'est-à-dire ce qui a été déterminé par des grands interprétants et posé comme étant jalonné par des grands interprétants. L'historialité serait ce qui n'est pas déterminé par les grands interprétants, qui est la somme de ces agirs non sélectionnés et non revendiqués par des systèmes d'autorité. Il y a deux indications dans l'histoire moderne, deux indications qui me semblent être assez fondamentales, c'est-à-dire qu'il y a une première indication qui pourrait soutenir l'hypothèse que j'ai faite il faut déconnecter cette interprétation morale de la relation aristotélicienne entre praxis et poiesis. Et cette première chose qui pourrait le montrer, c'est évidemment le moment où Marx affirme ou pose l'idée que ce qu'on pourrait appeler l'historialité, c'est la praxis. La praxis, c'est la somme des agirs humains, la somme de tous les agirs humains, quels qu'ils soient, finalisés, non finalisés, peu importe, etc., la somme complète de tous les agirs humains, mémorisés, non mémorisés, réalisés, pas encore réalisés, stabilisés, pas stabilisés, pour renvoyer à Caroline, enregistrés ou pas enregistrés, tous. C'est-à-dire même ceux qui échappent, ceux qui sont entre chaque plan, etc., tout ce qui échappe, tout ça serait du côté de la praxis. Si c'est effectivement du côté de la praxis, ça veut dire que pour la modernité, il y aurait un premier jalon qui indiquerait qu'il y aurait déjà une première faille et qu'il faut le penser autrement, en tout cas par-delà la question morale. Et puis il y a un deuxième espace de faille qui est évidemment le moment où il faut interpréter la question de l'historialité dans le sens de... Alors ça, c'est ce qu'a dit Grégoire ce matin, la question de l'aventure. La question de l'aventure telle que le français de Jean Beaufray le pose à Martin Heidegger. C'est quoi l'aventure ? C'est quoi le futur ? Si je le dis de manière très vulgaire, c'est quoi le futur de l'être ? C'est-à-dire c'est quoi qui est devant nous ? C'est quoi qui est à la portée de nos mains et c'est quoi qui est devant nous ? Si c'est ça, la réponse d'Heidegger, c'est la poésie. C'est-à-dire cette sorte de poésie. Alors lui, il l'utilise dans le mot allemand. C'est Gedicht. C'est pas poiesis. Mais il le renvoie quand même à cette question de cette longue tradition de ce que nous, on pourrait appeler l'épreuve, en tout cas de l'artistique, ou l'épreuve du poétique. Alors, il y aurait un long commentaire à faire sur la disjonction entre les deux, mais en tout cas, il y aurait cette première limite où il pourrait y avoir une faille autour de ces questions-là. En tout cas, un péril. Et chez l'ensemble de ces penseurs, il y a quelque chose de l'ordre du péril. Le protocole, ici, dans la version que je suppose, celle d'un avertissement, en tant que le protocole est un avertisseur, n'est pas une instruction en vue de la réussite de la réception, mais il est une instruction, un avertissement en vue de signaler la puissance particulière de la position devant le dispositif. La différence substantielle se tient ici. Soit l'épreuve d'un hyperprotocole, soit celle d'un avertissement au danger de l'œuvre. Je rappelle aussi que dans la théorie de Benjamin sur le Geffahr, le danger chez Benjamin se traduit par cette question de l'impossibilité de la deuxième lecture. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième lecture. Ça n'est toujours et jamais qu'une première lecture. Point à la ligne. Si ça devait être une deuxième lecture ou une troisième lecture, ça voudrait dire dans ce cas-là que nous aurions fait une rélectio.
et là avec toutes les conséquences que ça suppose. Donc ça réclame une négligence particulière, et que cette négligence appartient à l'espace de l'expérience de l'œuvre. Or, cette négligence, j'essaye de le rappeler aussi, cette négligence, elle ne peut pas intervenir si c'est dans l'espace politique. Si quelqu'un vous réclame un soin, ça ne peut pas être négligent. Mais en revanche, dans la lecture, si. Elle réclamerait la preuve d'une négligence. Et là, je crois qu'il y a un espace éthique, en tout cas une distinction éthique pour les questions de l'histoire de la réception et l'histoire de l'acte de l'œuvre et de l'acte d'image qui est assez essentielle. Donc il s'agit en fait de prendre en considération la question de la présence et du contexte. Ce sur quoi insiste le protocole dans sa visée moderne est à la fois le danger de la réception et l'importance primordiale de la position du récepteur. Ce que le concept moderne de réception indique est un problème de coexistence et un problème de coactorialité. L'œuvre ne peut advenir que parce qu'il y a coexistence et coactorialité. La coexistence signifie bien sûr un petit peu plus que simplement le fait d'advenir devant une œuvre. Cela signifie qu'il y a une coexistence de la teneur de l'œuvre et de la position du récepteur devant l'œuvre. Alors là aussi, je n'ai pas le temps de faire un long commentaire sur ces questions-là, mais bon, enfin, pour ceux qui travaillent avec moi, vous le savez, c'est cette grande question sur laquelle j'insiste toujours, qui est ce point liminaire dans la pensée de Walter Benjamin, c'est-à-dire ce Walter Benjamin jeune, au creux de l'hiver 14-15, c'est-à-dire dans un moment de l'histoire le plus tendu, le plus alarmant au sens propre. Benjamin qui publie son premier texte, qui est un commentaire sur 2 poèmes de Friedrich Hölderlin, où il fait cette différence entre ce qu'est une Gestalt et une Gehalt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre la question de la forme, il faut aller du côté de la teneur. Mais il y aurait donc un double enjeu de la teneur, ce n'est pas simplement la teneur de l'objet, mais c'est aussi la teneur matérielle, expérimentale, éthique de l'être devant une teneur d'un objet. Bon, voilà, ça, il faudrait faire tout un colloque sur cette question de la teneur, mais enfin ça, ce serait pour autre chose ou pour l'année prochaine ou pour dans 2 ans. Cette relation de la teneur à l'œuvre et de la teneur du serveur suppose alors la possibilité de cette coexistentialité. Le protocole indique ce que j'appelle même moi un caractère de coexistentialité. Le protocole indique l'ensemble des éléments qui ouvrent à la possibilité de ce caractère. La possibilité de ce caractère est ce que nous nommons art, ou mieux encore, poiesis. La coactorialité signifie quelque chose de cette épreuve d'une coréalisation. Il faudrait même dire dans ce cas l'épreuve de ce que j'appelle, alors j'en ferai un commentaire plus tard, parce que c'est arrivé, ce que j'appelle une métapoiesis. La métapoiesis qui serait celle donc d'un appel ou d'une réclamation de la teneur du récepteur. Ce que le protocole indique alors est que la réalisation, au sens du terme grec poiesis, est un partage de tâches. Alors on a parlé aussi hier de la question de la tâche et de l'importance pour moi du mot tâche entre l'auteur et le récepteur. Tâche, c'est un mot qui vient du latin taxare. Taxare, c'est une sorte d'insistance à venir s'approcher toujours au plus proche de la chose. C'est vraiment, alors ça, dans sa version assez moche, c'est les taxes. C'est ce qui vient toujours plus proche de vous, prendre des choses sur vous, mais sinon taxare, c'est toucher toujours au plus proche. C'est un intensif qui vient indiquer cette chose. Et la tâche, c'est ça. La tâche, c'est cette nécessité, cette réclamation à toujours venir au plus proche de la chose. Ce que le protocole permet, donc l'appréhension des dispositifs de monstration. Dernier petit commentaire avant ma conclusion. J'indique aussi que dans ce que j'essaye de penser, ce que j'essaye de construire, j'indique aussi que le terme de poiesis, terme de poésie, que moi j'essaye d'utiliser pour penser ce qu'est l'art de manière générale, a quelque chose à voir avec un mot qui a été produit au sens propre, indiqué par Pierre Damien ce matin, la question de la production, puisque moi je le traduis par production en latin. Poiesis, le verbe poien en grec, c'est une manière en fait de pousser quelque chose devant quelqu'un. C'est ça que ça dit poien, au sens propre. Et puis après, on va le penser comme faire, produire, etc., etc. Mais dans un premier sens, poien, c'est simplement pousser quelque chose. Pousser quelque chose devant quelqu'un, ça veut dire que ça conduit en fait à renégocier la position de l'un et de l'autre dans cette sphère. Et que, encore avant cette question-là, il y a un pronom interrogatif poios, et que ce pronom interrogatif poios, il est simplement une question sur ce que c'est. C'est-à-dire pas en tant qu'objet, mais en tant que chose. Le poios ne réclame pas, à la différence d'un pratein, c'est-à-dire il faut prendre une forme dans un pratein, dans la praxis, il faut lui donner la finalisation d'une forme. Dans le poios, il n'y a pas la question d'une réclamation d'une forme. Parce que le poios n'interroge pas l'objet, le poios, il interroge la chose. Il interroge la présence possible d'une chose devant quelqu'un.
Et que la distinction, à mon sens, elle est archi fondamentale. Conclusion. La conclusion, je vais essayer de la proposer en, je ne sais plus combien, je dois avoir 3 points, 4 points, mais ça va être des points assez très courts, je vous rassure. Qu'est-ce que j'ai essayé de montrer? J'ai d'abord essayé de montrer que acte et image entretiennent une double relation, que l'acte est la provenance de l'image, tandis que l'acte réclame toujours la possibilité d'une image. Deuxième chose que j'ai essayé d'indiquer, qu'il faut dépasser la construction de la relation praxis et poiesis aristotélicienne et en faire une critique du finalisme. C'est-à-dire qu'il faut dépasser cette distinction qui, à mon sens, est une distinction morale. Si ce n'est pas une distinction morale, dans ce cas-là, je suis, pour rassurer Pierre Damien, plus que jamais aristotélicien, et je pense que l'avertissement d'Aristote est un avertissement fondamental et qui est, en réponse à la question de Pierre Damien, d'une hyper-actualité encore aujourd'hui. Dès lors, ce qui ne peut advenir à une fin dans la poiesis serait ce coup de génie de la pensée aristotélicienne comme espace privilégié d'une coactorialité. Troisième chose que j'ai essayé d'indiquer, c'est que cette coactorialité est un lieu privilégié d'un double enjeu pour l'histoire matérielle de l'œuvre, et que ce double enjeu, c'est à la fois ce qu'on appelle actualité et ce que j'appelle performativité. Et enfin, donc c'était la quatrième chose que j'ai tenté d'indiquer, que le concept de performativité est le lieu nécessaire d'un processus, au sens d'une mise en acte et d'aller au-devant de quelque chose, et d'un protocole, et que le protocole, je vous propose de le penser comme une sorte d'alerte, une vigilance sur le danger de toute réception et de toute adresse. Dès lors, et ce sera les 2 dernières phrases de mon intervention, dès lors, si le péril de l'œuvre est absorbé dans la conduite de l'être avec et devant l'œuvre, advient alors ce que nous nommons, ce que nous essayons de nommer poiesis, c'est-à-dire une œuvre. Poiesis est alors singulièrement l'interrogation non sur ce qu'est la chose, mais sur la place qu'elle occupe et sur la place que nous occupons devant elle. Je vous remercie.